Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview du TKO 44. Hunter contre Barrio. Ça fait tellement longtemps qu'on attend cette carte-là. On l'attend depuis avant même le TKO Fight Night du 2 août dernier. Après la première visite de TKO à Québec, ça a été absolument magique la première fois. Et puis, on attendait le retour. On savait que cette carte-là allait être grandiose. 4 combats de championnat, de nombreux autres combats marquants qui vont être très importants pour la suite des choses chez TKO. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter mes analyses et prédictions pour chacun de ces combats-là. Puis on va commencer ça à l'instant chez les 155 livres alors que Brad Sullivan va affronter Zachary Powell. Donc, début TKO pour les deux combattants. Combat qui s'est fait très à la dernière minute. Powell devait affronter Massia Fonda finalement. Il s'est blessé vers la fin de son camp d'entraînement. Sullivan vient de step in à environ une semaine de préavis, je vous dirais, pour affronter Zachary Powell. Donc, à quoi s'attendre? Sullivan est un gars de l'Est canadien de la Nouvelle-Écosse, s'entraîne sous Scott McLean. Une victoire en un combat pro, ça s'est passé plus tôt cette année. Ça a été une victoire par soumission assez expéditive pour lui. C'est un gars qui est très grand pour les 155 livres et s'en sert bien. Dans ce qu'on a vu à son premier combat, c'est un gars qui n'a aucun problème à y aller de reculons, va utiliser sa distance qui est bonne avec ses jambes. C'est un gars qui est rangy avec sa kicking game et est majoritairement un gars qui va kicker beaucoup plus que se servir de ses mains. Donc, aime bien aller de reculons, laisser son adversaire venir à lui. Lander des bons kicks pour s'assurer de garder sa distance, d'être toujours en distance confortable. Et puis si son adversaire, qui est loin aussi, décide de rétorquer avec des kicks, c'est là que Sullivan va attraper ça et s'en servir pour lander des takedowns. Au sol, semble avoir un top pressure très lourd. Un gars qui va tenter de passer la garde et d'établir des positions avant de passer à l'action. Semble avoir du très bon ground and pound quand il est posturé dans la garde puis il contrôle bien les jambes, descend avec de très gros coups. Habile guard passer, habile back taker, semble avoir du bon jiu-jitsu brésilien, un combattant qui s'entraîne sous une école Nova União, donc très bonne école de jiu-jitsu en général. Et puis, c'est ça, son premier combat, il l'a fini par soumission assez rapidement. Pour ce qui en est de notre ami Zachary Powell, est un gars de Tristar Gatineau qui a fait son camp avec Patnaud de Gatineau aussi, s'il faut Patrick Marcel, Julien Leblanc, Guillaume Poulet, Isaac Blais, etc. Une bonne équipe pour apprendre tous les aspects du MMA, puis surtout qui présente toujours des combattants en forme, prêts à faire les 15 minutes et des gars qui vont aller de l'avant, peu importe comment va le combat, des gars qui n'ont pas peur de se battre et puis qui sont très agressifs et qui montrent beaucoup de cœur dans chacun de leurs combats, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Powell, ce sont ses débuts professionnels, très beaucoup, je m'en allais dire, aïe, qu'est-ce que tu dis là? Une très belle expérience amateur, 7 victoires et 3 défaites, dont beaucoup de ces combats-là se sont rasés à la décision. Donc, ça veut dire que Powell s'est impliqué déjà dans des guerres dans sa carrière, puis n'aura pas peur d'arriver là, puis de livrer une autre guerre de tranchée à un adversaire dans un combat qui est compétitif, puis qui doit aller chercher un deuxième souffle, un deuxième effort pour gagner ce combat-là. Et puis c'est quelque chose qui caractérise très bien Zachary Powell, je trouve. Il a un excellent menton. Dans son combat amateur au Montreal Fight League contre Tobin Cornelius, il s'est fait assommé dès le début du combat complètement, et puis il a même mangé un illegal kick et puis il s'est retrouvé au sol puis il a scramble rapidement, repris le top et puis ça a fait comme si ça ne l'avait même pas affecté. Donc c'est sûr qu'il y a des shin pads et tout, mais avec l'impact que ça a fait, ça l'a propulsé au sol. C'était un kick qui aurait mis n'importe qui out et Zachary Powell, lui, ça y a pas dérangé. C'est la même chose aussi au niveau des takedowns. C'est un gars qu'on a vu se faire takedown à de maintes reprises dans ses combats, mais scramble très bien, n'accepte pas les positions, n'accepte pas de se retrouver en dessous, est un très bon scrambler puis réussit souvent à gagner justement ces scrambles-là puis finir sur le top. Debout, c'est aussi un gars qui préfère travailler en contre-aime, mieux son adversaire venir à lui, puis il y a deux manières de répliquer aux attaques de ses adversaires principalement. La première, c'est de répliquer avec ses mains, de répliquer avec un beau counter-punch qui est bien timé, il aime essayer d'avoir son timing, puis quand il a son timing, laisse partir d'assez beaux counters. L'autre manière, c'est tout simplement arrêter de reculer, laisser son adversaire venir à lui avec son attaque, puis se servir de cette attaque-là pour clincher, puis procéder à un takedown du clinch, chose qu'il fait très bien. Donc deux gars qui sont bons pour arrêter le momentum, se servir du momentum de l'autre pour attraper un kick ou attraper une attaque, puis amener ça au sol.
j'ai Zachary Powell ici dans ce combat-là. J'ai Zachary Powell principalement, je vous dirais, pour le short notice. Il est habitué à des guerres Powell, même si ça va être son premier 15 minutes, la première fois qu'il va faire des 5 minutes. Il a fait des combats de championnat au niveau amateur à plusieurs reprises. Donc, il a déjà fait ce temps-là. Il a déjà fait des 5 rondes amateurs, même si c'était moins long. Donc, je m'attends à ce qu'il soit prêt à y aller d'une guerre de tranchée. Je m'attends à ce qu'il soit le gars le plus prêt physiquement à être en forme pour les 15 minutes de ce combat-là. Et je pense que ça va être très compétitif. Je pense qu'on va avoir un bon combat d'arts martiaux mix, un combat qui va être back and forth. Les deux vont avoir leur moment, mais je m'attends à ce que le short notice vienne peut-être affecter un peu notre ami Brad Sullivan dans ce combat-là. Et c'est pourquoi je pense que Powell va être le plus frais des deux et va y aller avec une victoire par décision dans ce combat-là. Chez les 135 livres, maintenant, Dorian Anger Bauer contre Pierre-Olivier Bouffard, donc 2 débuts professionnels dans ce combat-là. Dorian Anger Bauer est un prospect de Sudbury en Ontario, s'entraîne sous Mitch Gagnon, un combattant UFC qui est lui aussi un 135 livres. 4 victoires en 4 combats amateurs, 2 KO, 2 soumissions. Un des amateurs les mieux classés à son poids en Ontario. Et c'est la même chose pour son adversaire, Pierre-Olivier Bouffard du Nordic Fight Club de la région de Québec. 5-1 chez les amateurs, victoire contre Brandon Lee à son dernier combat, faisant de lui probablement le numéro 1 à son poids chez les amateurs au Québec. Et puis, les deux font leur début pro. Un contre l'autre, ça va être un bon combat pour être bien franc avec vous. C'est un short notice pour Anger Bauer. Je ne sais pas jusqu'à quel point il était dans le gym ou jusqu'à quel point il était en fight shape. Ça, c'est un X-factor dans le combat qu'on peut pas vraiment prendre en compte quand on va pour faire une prédiction, quelque chose de plus analytique, mettons. Donc, ce que j'ai analysé dans les footage amateurs de ces deux combattants-là, c'est qu'ils semblaient pas mal faire la même chose. C'est-à-dire être très agressif d'emblée, tenter de prendre le centre de la cage, y aller de l'avant en lançant des mains, tout ça pour fermer la distance le plus rapidement possible, que son adversaire soit trappé dos contre la cage. Et de là, il travaille de très beaux takedowns. Les deux semblent avoir une belle takedown game. D'où ils s'installent sur le top et c'est là qu'ils sont vraiment dans leur élément, dans leur bread and butter. Anger Bauer me semble potentiellement un peu plus jiu-jitsu que Pierre-Olivier Bouffard. Donc Anger Bauer, je l'ai vraiment vu travailler ses takedowns. De là, vraiment tenter de passer la garde de façon agressive. Si son adversaire se tourne, il y a des très bons back takes. Semble plus chercher la soumission que Bouffard qui semble confortable à s'installer soit dans la garde ou dans la demi-garde, puis à y aller avec du gros ground and pound. Puis s'il passe, c'est principalement pour prendre la montée complète, pour y aller avec du ground and pound. Il semble être vraiment un gars qui aime plus travailler son ground and pound au sol que d'essayer d'y aller avec une submission game vraiment. Donc deux gars qui font un peu la même chose. Ça reste ce combat-là assez difficile à prédire, mais ça fait que je ne m'attends pas particulièrement non plus à un combat vraiment compétitif parce que le gars qui devrait réussir à implémenter cette game-là devrait être le gars qui se bat dans son élément et l'autre va peut-être un peu se battre hors style, rendant le combat un peu plus difficile pour lui. Donc, ma prédiction, ça va être Dorian Anger Bauer ici, parce que je me dis que c'est probablement le meilleur grappler des deux qui va gagner ce combat-là. Et Pierre-Olivier Bouffard a des belles entrées, des beaux takedowns, semble avoir une belle lutte, c'est confortable au sol, mais j'ai cru voir un peu plus de raffinement technique dans la grappling game générale de Dorian Anger Bauer, qui est aussi un gars vraiment très actif sur le circuit BJJ local, a fait des compétitions, des petits shows de BJJ dans sa ville à Sudbury, et puis très bon grappler, très belle lutte, bien raffinée, des beaux takedowns, des beaux double legs en open air dans des compétitions de grappling et des choses comme ça. Je sais que c'est différent à MMA, mais c'est un gars qui a réussi à implémenter cette belle grappling game-là en MMA jusqu'à date. Donc moi, je suis très excité pour les deux combattants. J'ai très hâte de voir la suite des choses, mais je pense que pour ce combat-là, je vois Anger Bauer peut-être être capable de mieux implémenter sa game parce qu'il est peut-être un peu un meilleur grappler que Pierre-Olivier Bouffard selon moi. C'est sûr que le X-Factor, je l'ai dit, c'est le training camp. Pierre-Olivier Bouffard se prépare depuis longtemps pour ce premier combat pro-là. Je ne sais pas si Anger Bauer était dans le gym et est en fight shape. Donc ça, là, ça pourrait changer du tout au tout. Mais si je me fie au tape, puis c'est pas mal ça que je dois me fier en fait pour faire mon analyse. Je pense qu'Anger Bauer est un meilleur grappler, donc je vais y aller avec Dorian Anger Bauer par soumission au deuxième round dans ce combat-là.
Alors que Safe Edin Ouerghi va affronter Alexandre Murat dans un combat qui promet. Murat, ça faisait longtemps que j'avais hâte de le voir dans la cage. J'aime bien son style. Ça fait un bout qu'il est signé avec TKO. On pensait qu'elle allait se battre au TKO 43. Ça n'a pas marché finalement. C'est au TKO 44 que ses débuts se passent et il affronte Safe Edin Ouerghi, un gars qui est un kickboxer, 1-0 en MMA Pro, 7-0 chez les amateurs natifs de Tunis en Tunisie. Son premier combat pro s'est passé chez les 145 livres, celui-là chez les 155 chez TKO, donc 10 livres plus lourd. Il a gagné ce combat-là par TKO à 3 minutes 45 du premier round. Combat qui va être intéressant, deux gars qui ont à peu près la même grandeur puis la même shape qui vont être plus large que grand, et puis des gars qui vont être puissants à ce pas-là. Alexandre Murat, j'ai bien hâte de le voir dans la cage, un gars qui est un stalker, qui est quand même prudent debout quand il pense, garde une belle game, lance des power shots une à la fois et attend d'avoir une bonne lecture de son adversaire et des opportunités. C'est là qu'il rentre en combinaison, puis quand il rentre en combinaison, génère beaucoup de puissance, est assez rapide pour un gars qui est quand même large, et puis un gars qui m'a impressionné pour vrai. Son combat debout, je le trouve assez impressionnant. Je pense que j'ai bien confiance pour lui dans ce combat-là. Il devrait être en mesure d'aller chercher la victoire ici. Ça me surprendrait pas qu'on ait un TKO au deuxième round, puis ça va être exactement ça ma prédiction en fait. Alexandre Murat par TKO au deuxième round dans un combat que j'ai hâte de voir, un combattant que j'ai hâte de découvrir, un combattant québécois en Alexandre Murat. Donc je m'attends à ce qu'il gagne ça ici par TKO au deuxième. Prochain combat maintenant, c'est chez les 170 livres et on a Guillaume Poulain face à Danny Mallette. Guillaume Poulain est un prospect de Gatineau, s'entraîne avec Patnaud de Gatineau sous Sifu Patrick Marcil. 4-0, il est invaincu chez les amateurs. C'est un combattant principalement debout de Sancho Kickboxing. Et puis, un combattant que j'avais très hâte de voir faire les sauts chez les professionnels. Ça va être son occasion de le faire ce vendredi. Il affronte Danny Mallette. Lui, on l'a vu contre Sean Mead, sa première victoire professionnelle au TKO 43. C'est un combat qui était stupid, dumb, crazy, good. Ça aurait probablement été le combat de la soirée s'il n'y avait pas eu Arnett contre Ruiz, selon moi. Donc on revoit Danny Mallette de retour dans la cage devant ses partisans à Québec. Et puis c'est un kickboxer lui aussi, un gars de 6 pieds 1 pouce avec une bonne reach. Poulain et de la même grandeur. Ça va être deux gars de build similaire dans la cage et deux gars qui vont vouloir s'offrir un combat debout de tous les instants. Pour ce qui en est de Poulain, c'est quand même un gars qui est bon à garder un long range, se bat avec une stance assez large, un bon jab, est agressif, cherche à aller de l'avant, mais il est quand même bon pour avoir un bon contrôle du range, avoir une bonne idée d'où il se retrouve. Quand même pousse un style agressif qui le mène souvent à ne plus se retrouver dans sa distance optimale et de se retrouver dans la pocket, mais il est excessivement dangereux de là parce qu'il ne boxe pas vraiment, il cherche le clinch, plus précisément le tie clinch, de là. Il y a des coups de genoux qui pleuvent autant au corps qu'à la tête et de très bons uppercuts. On l'a vu faire beaucoup de dommages dans cette position-là, dans ses combats amateurs. C'est un gars qui est game d'échanger. C'est un gars qui est game de se retrouver dans des positions où il va lancer des mains pour essayer de recevoir des coups en retour, pour en lancer des plus gros. Un gars qui a du très bon power dans ses mains, qui a fini ses combats amateurs de façon assez sévère avec de très beaux knockouts. Aussi, comme la majorité des gars de Patnaud, plus un combattant debout, un gars qui est willing d'aller au sol, un gars qui est willing d'essayer, puis qui a une belle mentalité MMA en général et qui sait que si ça va pas particulièrement comme il veut debout, il y a toujours l'option d'essayer de shooter pour un takedown, puis c'est pas le combattant au sol le plus à l'aise, mais il se débrouille bien de là. Pour ce qui en est de Danny Mallette, son premier combat contre Sean Mead était excellent. Ce que j'ai cru constater, c'est que Mallette avait plus de succès quand il restait à distance puis était vraiment dans un combat de striking technique. C'est là qu'il excelle. Dès que Mead rentrait puis rendait le combat un peu plus dirty, un peu plus une bagarre, c'est là que Mead réussit à scorer. Quand Mallette réussit à garder sa technique, garder sa distance, utiliser sa kicking game pour le garder at range, rentrer avec des belles combinaisons et sortir. C'est là qu'il y avait le plus de succès, puis c'est là qu'il a réussi à taguer Mead au fin du premier round. Et de là, il a un bon instinct du soir, il a lancé des belles combinaisons, il a essayé de tout donner pour le finir. Ça n'a pas marché, Mead était tough as nails dans ce combat-là, il donnait une opposition absolument incroyable, mais c'est ça, c'est un striker très à l'aise, Danny Mallette, un gars qui est très techniquement beau à voir debout. Et
d'après moi, le gars qui va être le meilleur striker technique des deux. Dans un sens que sa game, sa stratégie est vraiment plus technique. Son approche est vraiment plus technique que Guillaume Poulain qui a une bonne technique debout. On se mentira pas avec ça. Mais qui va aimer rendre le combat un combat, justement, une bagarre. Et ça serait tout à son avantage de faire ça. Et dans ce combat-là, parce que comme je viens de le dire, c'est là que Mead a eu du succès contre Mallette, puis c'est là que Mead a passé tout près d'aller chercher ce combat-là dans les mains de Danny Mallette. Qu'est-ce qu'il y en est de ce combat-là, par exemple, entre Poulain et Mallette? Comment je vois ça play-out? Est-ce que Mallette va réussir à utiliser son striking technique, rester at range? Est-ce que Poulain va réussir à rendre ça en une bagarre? Poulain va sûrement se faire taguer un peu en début de combat. Je pense que, par exemple, il y a ce qu'il faut pour réussir à rendre ça une bagarre puis à rendre ça un combat vraiment éprouvant physiquement pour Danny Mallette. Parce que oui, le premier combat qu'il a disputé professionnellement, ça a été une guerre. Ça a été une guerre debout, cependant. Ça a été exactement dans l'élément de Danny Mallette, là où il performe le mieux, là où il a son meilleur cardio. Je vois Poulain peut-être essayer de switch it up en him, puis si ça marche pas comme il veut debout, chose à quoi je m'attends parce que Mallette est vraiment excellent debout. Il va peut-être essayer d'amener plus de clinch justement. Son dirty boxing, ses uppercuts, ses genoux dans le clinch sont très bons, très dévastateurs. Il va peut-être même essayer d'amener le combat au sol, de faire travailler Danny Mallette soit en clinch contre la cage, de le faire lutter, puis de voir s'il peut pas le fatiguer comme ça, rendre le combat plus dirty. Puis c'est là qu'il va réussir à scorer. Alors j'ai Guillaume Poulain par décision dans ce combat-là ici. Je pense que ça va vraiment être une très belle guerre. La chose qui me fait un peu hésiter pour vrai, puis c'est vrai que c'est un facteur X, c'est le fait que Danny Mallette a un homemade camp cette fois-ci. Le fait que son camp d'entraînement à la maison n'a pas vraiment été beaucoup au gym. Oui, il s'est entraîné, oui, il avait tout ce qu'il avait à ses besoins pour accomplir son training camp, faire ses sprints, avoir un bon strength and conditioning, mais c'est un camp qu'il a fait avec son père qui a l'air plus traditionnel, combat debout, et je pense juste que Poulain va arriver là. Oui, il va échanger debout, mais va peut-être en surprendre plusieurs avec une game MMA plus complète, puis je pense que c'est ça qui va venir edger la décision dans son cas, mais je m'attends à quoi de super serré et super compétitif, dans ce qui est, je dois le dire, un de mes combats les plus attendus sur cette carte-là. Deux gars qui n'ont jamais déçu dans leur combat, autant amateur que pro, puis je m'attends à ce que ça soit un firefight et quelque chose de très intéressant ici. Donc, Poulain par décision est ma prédiction. Prochain combat maintenant, c'est le premier de la carte principale et ce sont les débuts de Julien Leblanc à TKO. On reste à 170 livres pour l'occasion où il affronte Damien Lapillus, combattant qui arrive à la dernière minute. Un Français du MMA Factory s'entraîne sous le même toit que Cyril Gann, sous Fernand Lopez, leur entraîneur. Et puis, c'est ça, last notice, short notice fight. Ça. Ici, on avait Mena Dabella qui devrait affronter Leblanc à une semaine environ du combat. On a appris qu'il s'était blessé. Il a été remplacé par Lapillus qui fait le voyage avec son team de l'Europe pour venir affronter notre ami Julien Leblanc. Donc, drôle de match parce que Lapillus a vraiment beaucoup plus d'expérience que Leblanc. 16 victoires, 11 défaites, 1 nul, 1 no contest. Donc ça fait beaucoup de combats pro se comparé à Leblanc qui n'est seulement que 5-0. Mais d'un autre côté, Lapillus n'est vraiment pas sur une bonne séquence. Il était champion Bahama chez les 145 livres. C'est plutôt un 145 ou un 155 livres. Monte chez les 170 pour l'occasion, c'est le short notice qui cause ça probablement, puis le fait qu'il y avait une opportunité de se battre, puis c'est un gars qui aime rester actif. Mais récemment, depuis qu'il a perdu son titre, Bahama n'est pas sur une bonne séquence. Je pense qu'il a juste gagné un combat dans ses 4 derniers combats. A tendance à pas mal toujours perdre par finish aussi. Sur ses 11 défaites, il a 5 KO, 4 soumissions, seulement qu'une décision. Gagne plutôt par décision, cependant 5 décisions sur ses 16 victoires, 8 soumissions aussi. Donc un gars de sol, un gars de jiu-jitsu brésilien qui va avoir à amener ce combat-là au sol contre Julien Leblanc, qui va être vraiment plus gros que lui, qui risque d'être vraiment plus fort que lui, parce qu'on a un 155 qui se bat souvent à 145, qui affronte un 170 qui ne s'est jamais battu là parce qu'il s'est toujours battu à 185. Donc, énorme différence de poids, je le sais que ça peut nous causer des surprises comme dans le cas de Duprat contre Baldridge, mais au moins ces deux gars-là sont dans la même weight class, au moins ils pesaient environ le même poids dans la cage malgré la différence de grandeur. Ici on a une coupe de weight class qui sépare ces gars-là, donc Lapillus, c'est un gars patient en plus de boost, c'est un gars qui va juste one strike at a time, qui aime reculer, essayer l'action venir à lui, de là il peut essayer de clincher, essayer de revirer le momentum quand son adversaire va venir de façon trop agressive, il va briser
le range. Sinon, il aime rester de reculons puis aller vraiment one strike at a time, tranquillement. C'est pas une game très active debout. Meilleur grappler, bien meilleur grappler, une bonne lutte, mais le problème, c'est qu'on l'a souvent vu essayer d'initier la lutte dans le clinch contre des adversaires qui étaient plus gros que lui, puis juste se rendre compte que le gars était trop gros puis trop fort pour lui, donc il se faisait revirer dans le clinch, puis pouvait se faire contrôler par des adversaires plus gros que lui, puis c'est ça que Julien va être. Julien aussi est un gaucher, c'est un striker qui est patient et intelligent, donc un gars qui a pas peur de travailler en combinaison, qui a pas peur d'aller de l'avant quand c'est le temps, mais qui a pas peur de travailler de reculons non plus quand c'est le temps. Un gars qui aime avoir ses reads avant d'agir, un gars qui ne va pas arriver là trop agressif puis essayer de forcer un finish. Je vais plutôt laisser le finish venir à lui. Puis il est 5-0 avec 2 KO et 3 soumissions. Donc ça a marché à chaque fois pour lui. Cette approche plus patiente et stratégique là qui est une qualité pour beaucoup de bons fighters, des gars qui vont se développer des belles fiches. Donc Julien a déjà ces qualités-là dans sa back pocket. C'est déjà dans son style premier que d'être un combattant intelligent. Aussi, il y a un très bon judo throw en counter. Ça, j'aime ça le mentionner parce que dans plusieurs combats, on l'a vu passer. Quand quelqu'un essaie de le takedown, il y a quand même un bon judo throw en counter. Il a même pété le bras à Drayton Angus de cette façon-là. C'est un gars qui se débrouille au sol. 3 soumissions. C'est pas sa force, c'est pas là qu'il va préférer se retrouver. Mais se débrouille bien quand même. Des bons réflexes, je vous dirais des bons réflexes naturels qui fait qu'il ne se met pas dans de mauvaises positions là. Dans ce combat-là, va avoir à éviter le sol à tout prix. Puis je pense que ça va. C'est ça qui va être sa clé à la victoire, tout simplement. Ça va être dur pour la plus, pour être bien honnête avec vous. Ça va être un dur combat. Ça se retrouve dans un combat où il va devoir toucher le sol, selon moi, pour gagner contre un gars qui va être juste vraiment plus gros que lui, vraiment plus fort que lui. Et un bon striker qui va être plus actif que lui, même si c'est patient, la plus n'est pas très actif debout. Et vraiment content de reculer, puis d'essayer de lander un coup à la fois, un kick à la fois, continuer de reculer. Puis c'est une game qui devient prévisible à longue quand c'est juste ça qu'il fait. Donc je vois Julien prendre peut-être un peu de temps au premier round pour regarder un adversaire qui va avoir beaucoup plus d'expérience que lui. Ça reste la chose qu'on se doit de mentionner. Julien Leblanc n'a que 5 combats, Lapillus en a genre 29. Donc c'est pas le même type d'expérience, même s'il y en a qui est vraiment plus gros, qui est une coupe de division plus grand et gros que l'autre. Ça reste que le plus petit fighter va être le fighter le plus expérimenté. Puis il va être crafty. Si Julien n'est pas patient et fait des erreurs, Lapillus va être capable d'amener ça où il le veut. Je m'attends juste pas à ce que ça soit possible parce que Julien est un gars très intelligent qui essaye justement de ne pas faire trop d'erreurs puis qui n'a pas peur de laisser le finish venir à lui. Donc je l'ai son finish. Je l'ai par TKO. Puis ça va être au 2e round après un premier round où Julien va avoir un peu étudié la patente. Donc Julien Leblanc, TKO, 2e round. 6e combat de la soirée. Maintenant, on est de retour chez les 155 livres. Bien que le combat est un catchweight, c'est quand même 2 combattants 155 livres qui s'affrontent. On a Robert Serres et Jérémy Caponi dans un combat qui est très attendu. C'est aussi au poll que TKO a fait pour demander les combats les plus attendus sur cette carte-là. Je pense que ce combat-là a fini dans le top 3. Donc, un combat que les gens attendent. Le retour de Jérémy Caponi, le retour de Robert Serres qu'on n'a pas vu beaucoup à TKO. On l'a vu seulement que 2 fois. Puis la 2e fois, ça a été assez bref. Donc, à quoi s'attendre de ce combat-là? Je pense que ça va être un beau duel. 2 gars qui aiment se battre debout, bien que Serres est aussi un très bon grappler, puis probablement le gars qui va chercher à amener ce combat-là au sol. C'est un gars, Robert Serres, qui a tendance à se faire entraîner dans un combat au sol. Si tu arrives puis tu décides de shooter Robert Serres de façon abusive puis de le forcer dans un grappling match, on dirait qu'il se met en mode automatique que c'est un grappling match, puis après ça, dès qu'il a la chance de se relever, il te re-shoot immédiatement pour un takedown, puis il ne pense même plus que c'est un bon combattant Muay Thai avec de bonnes mains debout. Il préfère se tenir dans la pocket. Il préfère échanger des mains dans la pocket quand il est debout. Il est très bon de là. Ses mains sont lourdes. Il a du bon power en combinaison, surtout s'il sent que son adversaire est blessé. Reste que c'est un gars qui va probablement, comme je dis, tenter d'amener Caponi au sol. Parce que Jérémy Caponi est un excellent striker. Ça, on peut pas se le cacher. On l'a vu qu'au premier round contre Jesse Ronson, il a donné pas mal un bon challenge à Jesse Ronson. Il a donné pour son argent dans ce combat-là. C'est un gars qui travaille bien at range, qui n'a pas peur d'être patient lui aussi. Travaille principalement en combinaison. C'est rare qu'on voit Jérémy Caponi y aller juste d'un coup. Il fait peut-être ça un peu en début de combat, essayer d'établir ses reads, ses choses comme ça, son timing. Mais quand il se sent un peu plus loose, quand il se sent prêt, on le voit souvent être à distance puis step in avec une belle combinaison puis sortir immédiatement. C'est
un gars qui est vraiment excessivement tough aussi. On l'a vu dans son combat contre Jesse Ronson, s'est fait coucher avec un body shot et puis ça. D'habitude, Ronson réussit à finir le combat-là. Il est sauté, il a essayé beaucoup de ground and pound sur Caponi. Puis Caponi a toujours réussi à bouger, à se sortir de là. Il a fallu qu'il lui passe un rear naked choke pour finir le combat. Donc Caponi est un gars que même s'il se fait faire mal, on a vu la même chose un peu contre Généreux. Il a semblé ralentir un peu puis commencer à se faire mal par Généreux, mais n'a jamais abandonné dans ce combat-là. Il a toujours continué de pousser même s'il était blessé. Ça fait de lui un gars excessivement difficile à passer le KO. Je pense qu'il va avoir l'avantage debout dans ce combat-là. Je pense que sa game de distance va être optimale contre un gars contre Serres qui va vouloir couper cette distance-là, qui est plus confortable dans la pocket. Et puis, il y a une guillotine très dangereuse, Robert Serres. Je sais que j'amène ça un peu out of left field, mais ça vient de left field avec Serres. Il essaye la guillotine de partout, debout, sur un takedown attempt, au sol de plein de positions, dans le clinch. C'est un gars qui essaye la guillotine, puis il a une excellente guillotine. Puis des fois, tu vois qu'il saisit une guillotine, puis t'es là, wow, je sais pas, son angle, c'est bizarre, la position qu'il saisit. Puis là, t'as comme pas confiance qu'il va le finir, puis boum, il a fini, puis il gagne le combat. Puis c'est quelque chose qu'on ne doit pas sous-estimer. Probablement le plus grand danger dans ce combat-là. De toutes parts, il y a personne qui a une arme spécifique plus dangereuse dans ce combat-là que la guillotine de Robert Serres. Donc, ça va être ce que Jérémy Caponi va avoir à regarder, mais c'est quelque chose qu'il a eu tout son camp pour regarder, puis c'est sûr qu'il est au courant, c'est pas mal le trademark de Robert Serres de essayer de passer des guillotines à tout le monde. Donc, je m'attends à ce que Jérémy Caponi réussisse à utiliser son range et son excellent mouvement et puis son in and out pour lander ses combinaisons, se mettre en avance sur les scorecards et puis je le vois gagner une décision ici dans ce combat-là. On passe d'un duel très attendu à un autre duel très attendu. C'est chez les 125 livres féminins. Corinne Laframboise contre Jade Masson-Wong dans un excellent combat qui va passer à l'histoire. Deux combattantes féminines qui s'affrontent au Québec. C'est du jamais vu. Et puis ça va nécessairement être un excellent combat. C'est un combat qu'on sait qu'il va avoir lieu depuis très longtemps, quasiment depuis le combat au mois de mai dernier où Jade Masson-Wong a gagné ses débuts pro. Puis immédiatement, Corinne Laframboise s'est faite valoir comme une fille qui était intéressée à l'affronter. Le combat a été entendu, booké un peu plus tard, oui, mais ça fait des mois et des mois qu'on sait que ce combat-là va arriver. Donc les filles ont eu le temps de très bien se préparer pour cet affrontement-là. C'est un combat que je trouve très difficile à juger, pour être bien honnête avec vous. Puis ça, c'est principalement à cause de l'approche de Corinne Laframboise dans son dernier combat, qui a tout simplement décidé d'éviter le sol avec Great Eckhout et de la battre avec ses mains. Je ne sais pas si elle a fait ça comme un statement pour dire à tout le monde, oui, j'ai du bon jiu-jitsu brésilien, mais regardez, j'ai des mains aussi. Aussi, c'est une nouvelle avenue pour elle. Ça va être la nouvelle manière qu'elle va essayer de gagner ses combats. Ça va être la façon qu'elle va essayer de s'établir en tant que combattante professionnelle MMA. C'est ça qui me fait douter parce que, selon moi, Corinne Laframboise a tout à gagner d'amener ce combat-là au sol contre Jade Masson-Wong. Et non, Jade n'est pas facile à amener au sol. Elle est un peu comme son chum Marc-André Barriault dans le sens qu'elle n'accepte aucune position, qu'elle scramble beaucoup. Elle est possible à takedown, mais très difficile à garder par terre. Quelqu'un qui n'y a pas nécessairement une grosse game de jiu-jitsu brésilien, c'est quelque chose qu'elle travaille encore et c'est pour ça que ça serait tout à l'avantage de Corinne, qui est une vétérante en jiu-jitsu brésilien, qui est une excellente combattante, une excellente submission grappler et que si elle a des moments et plus longs au sol avec Jade, va avoir de très bonnes chances de la battre par soumission dans ce combat-là. Mais va-t-elle réussir à amener Jade au sol ou va-t-elle même beaucoup travailler ça? C'est là la question parce que pour vrai, je pense que plus le combat avance, plus ça va être à l'avantage de Jade Masson-Wong. Et oui, c'est bizarre de dire ça parce qu'on a vu Jade gaz out dans son premier combat, mais pour être bien franc avec vous, j'attribue plutôt ça au fait que c'est un premier combat. Écoutez, si vous étiez dans le centre Vidéotron quand Jade est débarqué, j'ai rarement entendu autant de bruit que ça dans une arena dans ma vie. Et puis c'était tout pour Jade. Donc, premier combat pro, première fois qu'elle faisait des 5 minutes, des 15 minutes plein contre un adversaire qui l'avait déjà battu amateur, donc avec un stress supplémentaire, puis la réaction de la foule, puis tout le moment qui était tellement gros, la montée d'adrénaline que ça a dû procurer, ça a dû descendre vite le gaz quand cette adrénaline-là, désolé, a descendu, a retombé. Donc, je m'attends à ce que Jade Masson-Wong ait une bien meilleure gas tank dans ce combat-là et ma théorie de pourquoi plus elle va avoir avantage, plus le combat va durer, c'est tout simplement
qu'elle a de très bonnes mains. C'est une excellente boxeuse et puis elle frappe fort pour une fille. Donc, plus le combat est tôt, plus Corinne va avoir toute sa tête pour essayer de bien set-up un takedown, d'amener ça au sol, de contrôler ça au sol et de gagner une victoire par soumission. Plus le combat avance, plus elle va nécessairement s'être faite frapper par Jade Masson-Wong. Et Jade Masson-Wong frappe fort. Jade Masson-Wong est très solide et un très bon finishing instinct. Et puis, je crois qu'elle va réussir à faire mal à Corinne si le combat dure. Et ça va faire que Corinne va peut-être essayer de lutter plus agressivement, mais ça va être plus télégraphié. Souvent, quand tu fais mal à ton adversaire, après, tu t'attends à ce qu'elle shoot pour des takedowns. Puis je pense pas que Corinne Laframboise a vraiment un niveau de lutte qui est incroyable. Oui, c'est une bonne lutteuse, c'est une très bonne grappler. Là. Je le dirai pas assez. Excellente grappler. Mais je ne sais pas si elle se fait sonner par Jade Masson-Wong, jusqu'à quel point elle va encore avoir des gros fundamentals en lutte pour réussir à amener ce combat-là et à garder ce combat-là au sol, surtout parce que, comme j'ai dit, Jade Scramble n'accepte aucune position. Et quand tu es une submission grappler qui a toute sa tête, qui est fraîche dans le combat, un adversaire qui est moins technique que toi au sol et qui scramble un peu à gauche puis à droite, ça te donne des ouvertures, ça te donne la chance de prendre le dos, d'aller chercher des soumissions. Mais si t'es fatigué, t'as mangé des bons coups de poing puis t'as un peu moins d'énergie, une fille qui scramble, qui est énergique comme Jade Masson-Wong, c'est très difficile à dealer, c'est très difficile à contrôler, à garder dans une position puis à tenter de forcer à l'abandon. Donc, j'ai Jade Masson-Wong par décision dans ce combat-là. Je pense que le premier round va être le round le plus dangereux, mais plus le combat va arriver et plus Jade va réussir à toucher avec ses mains. Elle devrait avoir l'avantage sur Corinne par décision parce qu'elle va définitivement être la meilleure striker des deux. Autant Corinne est la meilleure grappler des deux, il n'y a aucun doute là-dessus. Jade sera la meilleure combattante debout des deux. Et puis je pense qu'elle va réussir à bien bouger, lander de grosses mains sur Corinne en début de combat, puis rendre ses takedowns à tempo un peu plus télégraphiés. J'ai donc Jade par décision. Ensuite, on passe chez les 135 livres. Et ça, mesdames, messieurs, c'en est tout un. Sébastien Ruiz affronte Louis de Mad Prince Jourdain dans un combat, écoutez, de tous les instants. Notre ami Ken Wong, que je salue d'ailleurs, l'a posté plusieurs fois sur La Voix des Guerriers. Hein. Il disait « En route vers un classique ». Et puis je dois vous avouer que j'ai regardé ça puis je me disais « Ouais, tu sais, probablement que ça va être un classique ». Mais j'aime pas ça, tu sais, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'aime pas ça dire « Ce combat-là va être le plus grand combat qu'on aura vu de tous les temps ». Avant de l'avoir vu, tu sais. Puis là, j'ai regardé du tape pour ce combat-là. Puis dans le fond, je me dis que je suis autant convaincu que ça va deliver que je suis convaincu qu'un Justin Gaethje fight va deliver quand je vois un Justin Gaethje fight sur une carte. Parce qu'écoutez, Sébastien Ruiz est complètement débile dans la tête. C'est un combattant Muay Thai hors pair. Au niveau de striking qu'on voit rarement par ici. Écoutez, on l'a vu donner de gros problèmes à Jesse Arnett à plusieurs reprises. Je pense qu'il l'a droppé quasiment 2 ou 3 fois sur ses genoux dans un combat absolument incroyable, un classique, et puis c'est pour ça que tous les fans vont attendre le retour de Ruiz. Mais écoutez, c'est un gars qui se bat aussi bien en avançant qu'en reculant. Il est excessivement agressif, et puis j'ai marqué ça dans mes notes, je vais vous le dire précisément comme ça, gives zero fucks. Sébastien Ruiz s'en fout, ok? S'il est debout et il mange des gros coups, il va te tenter puis il va continuer d'aller devant toi puis essayer de te frapper plus fort que tu le frappes. Si tu prends Sébastien Ruiz dans un dark stroke ultra serré au sol, il va juste pas taper puis gosser jusqu'à temps qu'il s'en sorte. Le jeune n'a aucun quit, n'arrête jamais de se battre pendant 30 secondes. Et puis, il s'en fout juste. C'est ça, des fois, il y a des combattants qui ont des barrières mentales à des places qui disent « Ah non, si je me retrouve à terre, ça va pas bien. » Ou « Non, si telle chose arrive dans le combat, je le sais que je suis dans le pétrin. » Lui, il s'en fout. Il est juste là pour se battre. Ça ne dérange pas d'où le combat va. Ça ne dérange pas s'il se fait frapper fort. Il va frapper plus fort à retour. Ça ne dérange pas s'il y a des bonnes submissions à thème contre lui. Il va se battre jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à temps qu'il soit complètement appris et qu'ils savent qu'il n'y a plus d'aucun autre choix que d'abandonner. La seule petite chose que j'ai vue contre Arnett qui me faisait OK, je le sais pas dans le cas de Ruiz, c'est qu'il a ralenti au deuxième round contre Jesse Arnett. Et puis, j'attribue ça à deux choses. Un, c'était un combat absolument ridicule, un pace
impossible à suivre. Même, on a vu Arnett être fatigué après 2 rounds dans ce combat-là. Jesse Arnett, c'est un gars qui a fait des 5 rounds à profusion dans sa vie. Donc, on ne peut pas mettre en doute son cardio. On l'a vu prendre de grandes respirations en même temps que Ruiz dans ce 2e round-là. Donc, j'attribue ça au fait que c'est un crazy fight. Puis, c'est un short notice. Écoutez, je me rappelle très bien que Sébastien Ruiz est débarqué de l'avion, s'est pointé directement à la conférence de presse. Il n'avait jamais vu personne. Il était là tout petit. On se disait, ah non, qu'est-ce qui va arriver à ce jeune-là? On avait Icho Larenas qui traduisait pour lui les questions en espagnol. Puis, écoute, on savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer avec ce pauvre jeune-là qui venait de débarquer on sait pas trop où pour venir se battre contre Jesse Arnett, le bantamweight le plus meurtrier de l'histoire du Canada. Et puis, on le sait ce que ça a donné. Ça a donné un instant classique. Louis Jourdain, maintenant, c'est un gars qui... C'est surprenant parce qu'il est plus grand que son frère Charles qui se bat plus lourd que lui. Mais il n'y a pas un si long reach que ça. Il va se faire outreach par notre ami Sébastien Ruiz. Il n'a que 69 pouces. Ça fait outreach par Nate Maness aussi dans l'autre combat de championnat. Donc... c'est un gars qui a pas tant de reach que ça, même si tu regardes son style, puis il se bat long, il a un bon jab, il aime ça se battre dans les 2 stands, il est capable de garder ses adversaires à distance dans les 2 stands, autant avec sa kicking game qu'avec son jab. C'est un excellent striker et tout. Puis lui aussi, c'est un give zero fucks attitude. C'est un gars qui s'en fout, il adore se retrouver dans un firefight. Contre Atsushi Fujino réussit à le takedown, puis Jourdain, ça faisait pas trop avec ça, scramblait bien, oui, il a donné son dos à quelques reprises, ça a passé proche, j'ai fini par se faire soumettre, mais il a fait soumettre parce qu'il était willing de se battre dans ce style de combat-là. Il était juste willing d'essayer. Ça ne dérange pas, lui non plus, où ça va puis comment ça se passe. C'est un jeune qui a du front tout le tour de la tête puis qui est absolument solide, un des très bons combattants debout au niveau technique sur la scène québécoise. Tout autant que son frère, selon moi. C'est sûr qu'on a vu Charles en accomplir plus jusqu'en ce moment, mais Louis Jourdain, on peut pas oublier les performances contre Tony Laramie dans un combat absolument génial. Et puis, oui, il s'est fait surprendre 2 fois par soumission, un peu plus récemment, mais je pense que Sébastien Ruiz ne sera pas nécessairement le gars qui va essayer d'amener ça au sol, même que si je vois un des deux essayer d'amener ça au sol, c'est Louis Jourdain, puis ça serait tout à son avantage pour être franc, parce que personnellement, autant, je trouve que Louis Jourdain est impressionnant debout. Il est game de se faire frapper, puis je trouve, en fait, je le sais pas, là, mais je pense, en ayant vu les footage des deux dans plusieurs de leurs combats, que Sébastien Ruiz frappe plus fort que Louis Jourdain. Et puis, est vraiment le gars qui va être le plus agressif. C'est un boss, ça, c'est une tornade. Et puis, Louis Jourdain aussi, c'est une tornade, mais je pense que les deux vont se rencontrer dans le milieu. Puis, il y en a juste un des deux qui va tomber. Si ça se peut même que ça s'aille à décision. Je dis ça, il y en a un des deux qui va tomber, puis je suis même pas sûr. Parce que c'est fort bien le genre de combat qui pourrait se rendre à la décision. On s'entend, les deux ont un très bon menton. Les deux, on les a pas vus à se faire sonner souvent dans leur carrière. Donc, écoutez, j'ai l'impression que je ramble ici, mais oui, après avoir checké le footage, je suis complètement d'accord avec Ken Wong. Ça va être un classique, ça va être un combat absolument incroyable. J'ai Sébastien Ruiz par décision ici dans ce combat-là, mais je veux juste que ça soit un événement qu'on se rappelle longtemps. Pour être ben honnête avec vous, le reste, ça m'importe peu. On est prêt à passer au premier des 4 combats de championnat. C'est chez les 135 livres et c'est Nate Maness contre The Big Cat Jesse Arnett, un gars qu'on attend à Québec, qui est devenu un favori local carrément à son dernier combat. On vient tout juste de parler de Sébastien Ruiz. On est prêt à parler de Jesse Arnett, le champion, 12 victoires consécutives, meilleur 135 livres au Canada. Et ça, assurément, il affronte un de ses plus gros tests en carrière cependant à Maness. Un gars qui est sur la liste de l'UFC, qui est 9-0, qui est un très bon prospect, qui était sur plusieurs watchlists de gars qui suivent les prospects en MMA, dont moi, dont Flow Combat, dont plusieurs gens. Donc, Arnett, gaucher, de mieux en mieux debout, sa boxe a pris beaucoup de galons au cours des dernières années. Peut-être un peu trop confiant cependant à son striking, a tendance à se faire sonner des fois debout. Puis oui, il a un excellent menton, c'est probablement un de ses meilleurs attributs, mais des fois, je pense qu'il y aurait mieux de rusher sa grappling game un peu plus. C'est un gars qui est un excellent lutteur, un des très bons lutteurs sur la scène canadienne et qui est un combattant de jiu-jitsu brésilien absolument monstrueux. C'est un submission fighter, c'est un gars qui trouve les soumissions de partout, surtout en ce qui a trait au front choke, tout ce qui est Darce choke, anaconda, guillotine, c'est sa spécialité à Jesse Arnett carrément. Et puis c'est au sol qu'il devient un tout autre fighter, c'est au sol qu'on le voit avoir l'avantage sur littéralement tous les gens qui l'affrontent.
Nate Maness, lui, est aussi un gaucher, un combattant assez prudent, je vous dirais. Oui, sa dernière performance, sa première à TKO, TKO 42, a été excessivement prudente. Il est resté à distance, puis il a point de fighté contre Kai Machado. Mais on doit se dire que Machado est un adversaire très dangereux. Et puis, Maness avait eu toutes sortes de problèmes pour se rendre, je pense, à Laval pour cette carte-là. Avait dû couper du poids dans un aéroport, puis toutes sortes d'affaires de même. Lui aussi est un gros 135 livres. Un gars de 5 et 10, 72 pouces de reach avec ses bras. Donc, un gars qui est fait sur le long aussi. C'est quand même un striker prudent. Dans ses autres combats, j'ai allé voir plusieurs autres combats de lui. C'est pas le gars qui va pousser l'action, c'est plutôt un counter-striker. Et oui, il est très explosif, il est puissant. Son counter-striking est solide. Si tu lui donnes une belle ouverture, le gars il va te timer puis il va t'en plugger un en plein milieu. Puis je le sais pas si tu vas rester debout parce que le gars est jeune, il est très athlétique et il est très explosif. Ça va être un bon atout contre Jesse Arnett qui, oui, est un gars quand même plus vieux dans l'âge. Un gars qui a 34 ans. En âge d'MMA, il est pas si vieux que ça. Puis on le sait que l'âge physique, quand je dis l'âge physique, c'est drôle de dire ça, mais on le sait que l'âge des gens ne veut pas tant rien dire en MMA. On a plusieurs champions qui sont au sommet de leur art, qui sont très vieux. On pense à Daniel Cormier, des gars comme Tyron Woodley, mais n'empêche que Maness est jeune et très explosif, et puis ça fait de lui un très bon prospect parce que c'est un gars qui va être patient, qui va laisser l'action venir à lui, va counter, va être agressif seulement si son adversaire est agressif. Si tu le forces à se battre, il va se battre, puis il va se battre avec un bon pace. Mais si tu ne forces pas un bon pace sur lui, il n'ira pas le chercher. Chose qu'il fait bien, c'est quand ses adversaires viennent à lui, il va chercher le clinch, puis du clinch, il a un très bon contrôle, il a du très bon striking, il est capable d'aller faire autant du dirty boxing que des bons coups de genoux, puis il est capable d'aller chercher du dommage de là, surtout avec ses genoux. Et puis, c'est un grinder qui va essayer d'être très lourd sur son adversaire, de porter du poids. Très bon lutteur, lui aussi, c'est sa base en MMA, la lutte, mais l'utilise plus de façon défensive. Pas que c'est pas un gars qui va essayer de shooter un takedown ici et là, s'il se retrouve dans le clinch contre la cage, puis il voit une opportunité de le faire. Mais c'est plutôt le gars qui va défendre ton takedown, puis te le faire payer avec des bons coups de genoux quand il a réussi à briser ta grippe contre ses jambes, puis il a repris des underhooks contre la cage dans le clinch. Donc, bon clinch fighter, ça va être intéressant de voir s'il va réussir à aller chercher cette position-là contre Jesse Arnett, parce que je pense que s'il réussit à mettre le dos à Arnett contre la cage, puis à le faire forcer, puis à peser lourd sur lui, le faire travailler, ça peut être un combat qui va être une allure différente. Ça peut être un combat beaucoup plus serré qu'on se l'attend, mais en général, je pense que autant ils vont être égaux debout, Arnett va être le gars qui va avoir moins peur de rusher l'action, d'y aller de l'avant, puis de leader contre le gars qui va être principalement le counter-striker. Et je pense que quand il va réussir à développer un bon read sur Maness, va réussir à le forcer à counter avec certains moves, puis c'est sur le counter que Jesse Arnett va réussir à aller chercher ses takedowns et à amener le combat au sol. Je pense que c'est le meilleur lutteur des deux. C'est assurément le meilleur combattant de Drew et le meilleur submission fighter des deux. J'ai donc Jesse Arnett dans ce combat-là et je pense que ça va être une soumission au 3e round par Darkstroke. J'ai pas le choix, c'est mon move préféré en Drew, c'est le move que je fais tout le temps. Donc quand il y a un artiste du Darkstroke, j'ai pas le choix d'y aller comme prédiction qui va finir ça par Darkstroke. En plus que le Big Cat lui-même m'a dit que depuis son combat contre Ruiz où il n'a pas été capable de finir ça par Darkstroke, il a beaucoup travaillé le move, a développé des nouveaux ajustements au move, puis il dit qu'il y a vraiment master de move maintenant, il ne croit pas que des gens vont être capables de s'en sortir, donc je l'ai par Darkstroke ici, notre ami Jesse Arnett de Big Cat qui va défendre son titre. Passons au prochain combat de championnat, c'est chez les 170 livres, Michael Dufort contre Jesse de Body Snatcher Ronson. Et tu sais, les cartes TKO récemment ont la qualité d'avoir au moins un ou deux combats que j'ai envie d'en parler pendant 10 minutes, puis même encore là, il faut que je me limite. Ça, c'en est un d'entre eux, écoutez. Puis tout le monde le sait que j'ai beaucoup d'affection pour Michael Dufort. C'est un de mes bons amis dans la vie. Écoutez, il n'y a aucune cachette qui se fait ici. J'étais au TKO Fight Night 1, ringside, debout sur ma chaise à lui crier des indications pendant son combat contre Federico Moncayo. Je m'en cache pas, je ferais même pas semblant de rien. C'est contre ma nature anyway. Donc, un combat que je vais avoir beaucoup d'émotions en regardant, mais j'ai dû me détacher de tout ça puis aller d'une analyse technique de ce combat-là. Et puis écoutez, regardez, c'est pas compliqué. Si le combat va au sol, je le dis à toutes les fois, Michael Dufort n'a pas besoin de long au sol pour tout simplement soumettre quelqu'un de façon absolument que ce soit n'importe qui. C'est un des meilleurs grapplers que je connais. Puis
si vous voulez une manière pour le comparer, là, un combattant qui est connu de tous, auquel le comparer, c'est Brian Ortega. Et Brian Ortega dans plusieurs sens. Dans le sens que, oui, dès que ce gars-là a la main sur toi, il peut instantanément te soumettre. Mais aussi un gars que son combat debout s'améliore. Et ça, c'est quelque chose de très bien, mais c'est quelque chose qui me fait très peur aussi contre Jesse Ronson. Parce que Michael, ça fait longtemps que je le sais, il cherchait un TKO, il cherchait à gagner par TKO un combat. Il est content de soumettre quelqu'un au premier round, mais c'est comme pas difficile, c'est pas un challenge pour lui. Puis il cherchait de faire mal à quelqu'un avec ses mains, puis il a réussi à faire ça à Federico Moncayo. La manière que le combat s'est terminé, ça a commencé avec un coup de debout qui a fait mal, puis un moment donné, Moncayo cherchait carrément le sol, puis s'est retrouvé tout simplement en dessous. Puis c'est là que Dufort est allé de ground and pound et a terminé ce combat-là. Mais c'est son combat debout qui l'a mené à finir ce combat-là. Et ça lui a fait vraiment plaisir. Puis son combat debout, oui, il s'améliore. Oui, on doit lui donner ça. C'est un combattant qui est de plus en plus à l'aise debout. Mais j'ai peur qu'il soit assez tombé en amour avec son cours de bas debout pour essayer d'aller striker contre Jesse Ronson. Puis ça, Dieu de Dieu, ce n'est pas une bonne idée. Même des gars qui sont d'excellents strikers techniques comme Jérémy Caponi ont donné du fil à retordre à Ronson, mais ont fini par se faire pincer parce que Jesse Ronson, c'est un combattant très patient et analytique debout. C'est tout ce que tu donnes à Jesse Ronson. C'est un gars qui le retient, qui l'analyse, qui le met dans sa banque et puis qui se prépare une multitude de façons de jouer là-dessus, de jouer sur les tendances de son adversaire. Puis c'est pour ça que c'est un gars qui, des fois, des premiers rounds, peut-être un peu plus lent. C'est pas un slow starter. C'est un gars qui va toujours être dans son round, mais il aime avoir de l'information, acquérir de l'information, de l'information, de l'information. Puis quand il a son information, ben c'est un gars qui lit son livre très facilement. Puis un coup qu'il t'a lu, t'es dans le trouble. C'est là qu'il va commencer à aller de l'avant, rentrer avec d'excellentes combinaisons, sortir immédiatement. C'est vraiment un des plus gros calibres de striker qu'on a à TKO. Puis je parle de ça, puis on a un Sébastien Ruiz, des Cyril Gane qui viennent du striking pur de ce monde-là. Mais quand on parle d'un gars qui est un combattant MMA, qui a principalement fait du MMA dans sa carrière, puis qui est un striker pur du calibre à Jesse Ronson, il y en a très peu. C'est un MMA striker hors pair. C'est pour ça qu'il est si bon à finir ses adversaires. Il est capable de tout ce que tu lui donnes, chaque petite feinte, chaque petite façon que tu réagis à une de ses feintes. Le gars prend ça en note, l'accumule, et puis va trouver une manière de te finir, une manière qui finit souvent par être un crochet de la gauche au corps, chose qui fait très bien, et chose qui va être à surveiller pour Michael Dufort dans un duel gaucher contre droitier. C'est le body kick est plus là, le crochet au corps est plus facile, et puis c'est la spécialité de Jesse Ronson. Donc, Michael Dufort doit absolument essayer d'amener ce combat-là au sol coûte que coûte. Et Jesse Ronson, on l'a vu dans l'UFC, avoir des problèmes avec des grapplers. Et oui, Kevin Lee a eu de la misère avec Jesse Ronson. On se le cachera pas, il l'a takedown, mais ça a été dur de le garder là. Ça a été dur de le contrôler. C'est un gars qui n'arrête jamais de travailler, Ronson, qui se relève très bien, qui a beaucoup amélioré sa lutte dans les dernières années aussi, mais qui se relève très bien et puis qui est très difficile à contrôler. Et on a vu la même chose arriver avec Michel Prazeres, Francisco Trinaldo, et ça fait que c'est difficile justement d'imaginer Dufort rester longtemps en top control sur Jesse Ronson, mais de toute façon, c'est pas ça que Dufort, c'est pas dans sa game absolument. Dufort est un gars qui, selon moi, va profiter du fait que Ronson essaie de se relever rapidement pour sauter dans le dos en transition. C'est un gars qui excelle en transition. Il y a des façons de pogner le crucifix de n'importe quelle position, que ce soit debout par-dessus, en dessous, n'importe comment il est capable d'aller chercher un crucifix. Et donc, s'il réussit à amener Ronson au sol, va profiter du fait que Ronson essaie de wall walk contre la cage ou des choses comme ça, se tourne sur ses mains, en peut-être donnant son dos pour se relever, pour attraper des choses en transition. Donc Ronson doit éviter le combat au sol coûte que coûte, et Michael Dufort doit tout faire pour que le combat aille au sol, parce que autant Michael Dufort a gagné de la confiance dans ses mains puis est plus content de ses mains, ne peut pas prétendre pouvoir se battre debout, selon moi, avec un gars comme Jesse Ronson. Et Jesse Ronson ne peut même pas faire semblant de vouloir se battre à terre avec un gars comme Michael Dufort, même s'il a gagné confiance en sa lutte, même s'il a gagné confiance en son jiu-jitsu brésilien, même si lui aussi est quand même un grappler expérimenté, bien que ça n'a jamais été quelque chose qu'il a implémenté dans ses combats, ça n'a jamais été sa force, c'est pas quelque chose qu'il veut nécessairement, mais moi, je dois
me dire que Jesse Ronson va éviter le sol à tout prix. Et puis si Michael Dufort a de la difficulté à take down Jesse Ronson, on l'a vu pull guard là, dans des combats, Michael Dufort, carrément, ou essayer justement de se lancer dans une guillotine et de l'amener par-dessus lui. Donc c'est pas un gars qui a peur de pull guard, mais je vois Ronson se dissocier complètement du combat au sol dans ce combat-là, parce que ça va mener à sa fin s'il le fait. Donc je pense personnellement que c'est un combat qui va se passer beaucoup debout, considérant que Dufort est plus à l'aise debout, considérant que Ronson est quand même un gars qui est difficile à mettre ses mains dessus, de par son mouvement, de la façon qu'il se déplace debout et de la façon qu'il utilise le mouvement en avançant de son adversaire pour lander des bons coups de poing en counter et puis drôlement le décourager ou du moins distraire son takedown attempt et de là la rendre non efficace. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de combats debout, puis ça peut pas être un bon signe pour Michael Dufort. Si ça va au sol, je ne serais absolument pas surpris que Michael Dufort soumette Jesse Ronson. Si vendredi soir, Michael Dufort gagne ce combat-là, je ne pourrais pas dire que je vais être surpris. C'est quelque chose qui est très possible, plus possible que beaucoup de gens pensent, mais j'ai quand même pas le choix d'y aller avec Jesse Ronson dans ce combat-là, parce que surtout à entendre Dufort être tellement confiant en son striking, puis c'est bon, c'est correct qu'il soit confiant en son striking s'améliore vraiment, mais peut pas aller striker là contre Jesse Ronson, là. C'est juste pas une bonne idée. Ça serait comme arriver dans un combat contre Khabib puis dire que tu vas l'out-wrestle, même si c'est un très bon lutteur. T'es probablement pas un meilleur lutteur que lui. Donc, j'ai Jesse Ronson ici. La chose que je dois dire, c'est que Michael Dufort ne s'est jamais fait finir puis a affronté des gros gars comme Carl Nelson et Mario Pereira dans ses 2 premiers combats pro, les combats qu'il a perdus. Puis les gars n'ont pas été capables de le finir, ils ont eu leur chance. Puis oui, Jesse Ronson est bon pour le blender body shot, puis s'il plie Michael Dufort en deux, il va peut-être être en mesure de le TKO. Mais Michael Dufort est excessivement tough. C'est un gars qu'on n'a pas vu recevoir beaucoup de dommages dans TKO, mais c'est un gars qui est capable d'en absorber si on regarde ses premiers combats contre Carl Nelson. Donc, ça va être encore plus dangereux pour Jesse Ronson, assumant que selon moi, pour gagner ce combat-là, il va probablement avoir à gagner 3 des 5 rounds complets, et donc va avoir 25 minutes à tout faire pour ne pas aller au sol avec Michael Dufort. Donc, ça rend le combat encore plus dangereux, mais je ne sais pas si Ronson va être en mesure de finir Michael Dufort. J'en douterais, pour être honnête avec vous, et c'est pourquoi je vais y aller avec Jesse Ronson par décision dans ce combat-là. On est prêt à passer au co-main event de la soirée. C'est le combat, le plus gros combat de l'histoire des poids lourds chez TKO. On le dit depuis longtemps, puis je suis d'accord. C'est Ada Daichka qui tente d'aller rechercher cette ceinture-là qui lui a été enlevée après un test antidopage échoué pour le cannabis, contre le champion, le gars qui a gagné cette ceinture-là de façon absolument exceptionnelle contre Bloody Bobby Sullivan, Ciryl Gane. Et puis ça va être un combat exquis, ça va être un excellent combat, un autre combat très émotionnel pour moi, on se le cachera pas. Je suis honnête avec ces choses-là. Ada co-host un podcast avec moi toutes les semaines. Le Pandocast, c'est un ami personnel à moi, évidemment. Donc un autre moment où je vais devoir mettre mes émotions de côté pour essayer de faire une bonne analyse. 2 combats très émotionnels pour moi, back-à-back, en Dufort Ronson et Daichka Gane. Sur cette carte-là, ça va être une stretch d'1 heure dans ma vie qui va être un méchant roller coaster, parce que je m'attends à ce qu'Ada ne l'aille pas facile ici contre Ciryl Gane. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre de ce Français-là. Il n'a pas été beaucoup dans la cage contre Bobby Sullivan. Puis oui, tout ce qu'il a fait contre Bobby pratiquement a été parfait. Mais ça reste que c'est quand même juste 1 minute 32. Puis oui, clairement, le Ciryl Gane est un athlète hors pair, un gars qui est naturel là-dedans, qui doit apprendre assez rapidement, qui est un gars excessivement rapide. C'est un gars quand même de 6 pieds 5 pouces, il va avoir 83 pouces de reach contre 76 pour Daichka, donc genre 7 pouces sur Daichka avec ses mains, 94 pouces avec ses pieds comparé à 86 avec Daichka, donc un très gros range advantage sur Ada Daichka. Puis il va être le combattant pied-point plus que le combattant point-point à Ada Daichka, qui a de solides leg kicks, qui fait très mal avec ses kicks, qui les utilise de plus en plus, mais qui à la base est un boxeur qui va vouloir établir son boxing range et de rentrer des grosses mains droites dans Ciryl Gane le plus rapidement possible, parce que le Français n'a jamais vraiment goûté à du gros power dans des gars d'MMA encore. C'est ça qui reste le gros point d'interrogation pour Ciryl Gane, parce que oui, autant il a été exceptionnel, on a vu tellement de belles choses de lui, il y a tellement de choses qu'on aimerait avoir vues et qu'on n'a pas vues dans le combat contre Bobby Sullivan, et la principale là, c'est de quoi il a l'air après 5 minutes.
Parce qu'il n'a jamais fait un 5 minutes professionnel dans la cage contre un adversaire qui est invaincu, qui est 7-0 avec un combat qui est un no contest, qui a quand même été un finish au premier round. Donc, un gars qui a 8 présences dans la cage professionnelle, qui a déjà dépassé le premier round, lui, pour sa part. Et puis, c'est juste ça qui reste mon point d'interrogation, qui était mon point d'interrogation par rapport à Cyril, à son premier combat contre Bobby, et qui reste encore mon point d'interrogation contre Adam. Parce qu'Adam deal avec un gars qui a un gros reach, et on a déjà vu ça contre Ricardo François, mais c'est pas le même type d'adversaire du tout, là. Le niveau de combat debout de Cyril Gane est absolument exceptionnel. Je m'attends à ce qu'il recule, utilise beaucoup de mouvements, plante ses pieds une fois de temps en temps pour laisser aller un gros body kick, et puis Adam va absolument avoir à établir son boxing range dans ce combat-là. Ça va être difficile, cependant, ça va être très difficile, surtout d'après moi au premier round, c'est là où Cyril va être le plus dangereux. On a vu aussi Cyril shooter un très beau takedown sur Bobby, il a du bon ground and pound au sol, il est très agressif. D'après moi, c'est un gars qui apprend très rapidement aussi, qui va sûrement avoir déjà des nouveaux wrinkles à sa game qu'on s'attendra pas à voir contre Adam. Et puis, je serais pas surpris que justement, il recule beaucoup, plante ses pieds une fois de temps en temps pour laisser aller un kick ou un long jab ou des choses comme ça. Et puis, qu'un moment donné, plante ses pieds, feinte d'aller avec le jab ou le kick, où il y a carrément d'un level change à la place. Genre de petites tactiques de diversion, mais des choses qui pourraient marcher, qui pourraient être efficaces dans ce premier round-là pour faire travailler Adam Daichka. Mais je pense que c'est là qu'il va être le plus dangereux. Et puis, plus le combat va avancer, selon moi, plus Adam Daichka risque de gagner ce combat-là. Donc, c'est pourquoi je l'ai dit à Adam lui-même, mais c'est mon read de ce combat-là. Il a tout à gagner à ce que ça dure plus de 5 minutes. Parce que oui, Cyril Gane, son entraîneur le dit, c'est un gars qui n'a jamais l'air fatigué dans le gym. C'est un gars qui est capable d'y aller pour des heures et des heures. Mais beaucoup de gens sont capables d'y aller pour des heures et des heures. Puis je vais utiliser un exemple qui est très bête, mais c'est un exemple que je peux relate parce qu'il est personnel. Moi, dans le gym, en jiu-jitsu brésilien, j'ai pas de limite à mon cardio. Je peux rouler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Mais pourtant, quand j'ai fait ma première compétition, v'là un bon moment, là, v'là plusieurs années de ça, mais quand même, dans le temps, j'avais un excellent cardio tout autant bon que ça. C'était pas mal ma réputation dans mon gym d'être le gars qui a pas mal de cardio puis que tu peux rouler des 25 minutes avec. J'étais arrivé à ma première compétition puis au milieu de mon premier combat, j'étais complètement gaz out. C'est à cause de la montée d'adrénaline, la descente d'adrénaline. Et puis oui, Cyril Gane n'a pas l'air d'un gars stressé, il a l'air d'un gars qui prend ça vraiment tranquille, la vie, pour être honnête avec vous. Mais l'adrénaline d'un gros title match, un combat qui est hypé comme étant le plus gros combat de l'histoire des poids lourds TKO, tout ça avec le fait d'avoir un gars qui est invaincu devant toi et qui va être solide, qui va être là dans ta face. Et oui, Cyril Gane est probablement le meilleur adversaire d'Adam Daichka, mais Adam Daichka est sans aucun doute aussi le meilleur adversaire de Cyril Gane. Cyril aussi va avoir à dealer avec la pression d'Adam Daichka qui est impossible à ignorer. Là. Adam pèse maintenant 280 livres, va peser d'après moi 270-275 dans la cage après s'être réhydraté après la coupe de poids. Donc, c'est un gars qui est lui aussi très athlétique, Adam Daichka, puis ça se manifeste, oui, par une rapidité qui est supérieure aux autres gars de son poids, c'est-à-dire des gars de 260 livres et plus. Ce sera pas, d'après moi, autant rapide que Cyril Gane, j'en serais très surpris de ça. Mais Adam Daichka, son athlétisme se manifeste au niveau d'une force physique naturelle qui est absolument incroyable. Je l'ai entendu me dire personnellement qu'il n'a jamais trouvé vraiment personne fort physiquement contre lui dans la cage. Oui, Bobby frappait fort, mais il le trouvait pas fort physiquement dans les échanges de clinch. Et ça a été le cas contre pas mal tout le monde contre qui il s'est battu, incluant Joe Larenas. Et puis, tu sais, Joe Larenas est excessivement fort physiquement. On le voyait bencher des affaires complètement ridicules dans ses vidéos de préparation. Donc, Adam Daichka a juste naturellement en lui une force physique qui est hors pair. Puis ça fait que le gars, c'est un troc. Il est très difficile à arrêter dans son mouvement. Si Adam Daichka va de l'avant, il est très difficile à empêcher d'aller de l'avant, surtout depuis qu'il a amélioré un peu de la manière qu'il se battait. C'est un gars qui allait de l'avant, mais il était plutôt bouncy sur ses pieds, puis il était game d'échanger, d'y aller dans un brawl le plus complet de tous les brawls. Maintenant, depuis quelques combats, il a une pression qui est plus lourde, il est plus lourd sur ses pieds, avance plus lentement, mais vraiment une très bonne notion du range. C'est un gars qui mesure très bien son range, puis qui sait exactement où il doit se trouver pour être dans son range optimal, puis il va chercher ça, puis après il stock avec une pression qui est plus lente et plus continue, mais qui est impossible à ignorer parce que le gars est juste gigantesque, puis c'est un troc qui va de l'avant, puis il est dur à arrêter d'aller de l'avant. Cyril Gane, oui, va sûrement essayer de couper des angles, essayer de virer la pression une fois, c'est peut-être de le back-up contre la cage, lander des gros coups, mais Adam Daichka est juste très dur à arrêter. Puis, même si Cyril
fait beaucoup de mouvements, utilise vraiment sa game. Je pense qu'Adam est carrément le gars qui pourrait attraper un kick dans ce combat-là. Moi, c'est sûr que j'ai une voie qui est facile pour lui, selon moi. Là. Personnellement, je pense qu'Adam Daichka, s'il réussit à amener ce combat-là au sol, peut pound out Cyril Gane parce il est excessivement fort physiquement. Il a une bonne takedown game qu'on le voit jamais utiliser parce qu'il n'aime pas ça. Il aime ça se battre debout et donner un show pour le public. Mais il aime pas ça se battre au sol. Je m'attends même pas à ce qu'il fasse ça. Fait que je sais même pas pourquoi je vous en parle. Mais il y a une takedown game qui est surprenante, surtout contre la cage. Et puis, je pense que s'il réussit à prendre un bon top control contre la cage avec une bonne posture, il peut faire très mal à Cyril Gane avec ses points en les descendant en ground and pound. Puis ça, je pense que c'est une façon un peu plus simple de gagner le combat pour Adnan Daichka. Bien que je m'attends absolument pas à ce qu'il fasse ça. Je m'attends cependant à ce qu'il aille aller chercher le clinch au premier round. Ça, c'est une stratégie qu'il a utilisée contre Ricardo François. C'est une stratégie qui aurait avantage à utiliser contre Cyril Gane. Réussir, oui, ça va être difficile, mais mettre la main sur Cyril Gane et puis l'amener dans la cage, le faire travailler là. Et même si ça va pas comme il veut au début, même si Cyril réussit à aller chercher des underhooks, à aller chercher des bonnes positions, peut-être même essayer de lander takedown, des choses comme ça, il faut qu'il fasse travailler Cyril fort. Il faut qu'il prenne son 275 livres et qu'il le pèse contre Cyril Gane dans la cage. De là, il y a des bons coups de genoux. Il est capable d'avoir du bon dirty boxing, des coups de coude. C'est quelque chose qu'il a très bien fait dans ses combats antérieurs. Et puis, c'est une chose qui va absolument devoir faire dans ce combat-là. Il peut pas, selon moi, jouer au fin finaux at range contre Cyril Gane puis espérer que ça va bien aller. Il va devoir le grinder, le mauler contre la cage, peser l'eau sur lui, au moins pour le premier round, faire du dommage avec ses genoux, avec ses coudes, mais pas faire du dommage at range avec ses poings, des grosses mains qui rentrent, faire du dommage collé quand c'est lourd, que ça impose un pace sur son adversaire, puis que Cyril va toujours avoir tout le poids de Daichka sur lui, va devoir travailler sans cesse, et puis c'est là qu'il va lui soutirer le maximum d'énergie carrément dans le premier round. Et puis après le premier round, je pense que si Cyril le ralentit, Adam va être plus à l'aise à utiliser un game plan qui va être plus striking base, vu que Cyril va sûrement bouger moins vite, va réussir à mieux garder son range, peut-être à réussir à passer des grosses mains droites, puis à partir de là, si Adnan Daichka te frappe avec sa main droite, peut te faire très mal. Donc, je m'attends à plus une guerre de tranchées, pour être honnête, dans ce combat-là, qu'un combat à sens unique où quelqu'un va gagner au premier round. Parce que dans les deux cas, ce sont de combattants très durables, en bonne condition physique. Oui, je pense que le fait de ne jamais avoir fait un 5 minutes de sa vie en MMA pro dans une cage contre un adversaire du renom à Adnan Daichka, c'est le plus gros désavantage de Cyril Gane. C'est quelque chose qu'on ne lui a pas encore donné la chance de prouver qu'il était capable de faire non plus. Donc, c'est peut-être pas la bonne affaire de miser là-dessus, mais ça reste quelque chose de réel que tu vas demander à n'importe quel, même des grands combattants. Là, tu aurais donné un gars qui est invaincu 8-0, qui est un des meilleurs prospects au monde à son poids et qui est un des gars qui est le plus prêt, selon beaucoup de gens, à faire son entrée dans les grosses ligues, dans l'UFC directement. Tu donnes un gars de même à n'importe quel top level prospect au monde, mais qui en est qu'à son premier ou deuxième combat pro. C'est souvent le gars le plus expérimenté qui va gagner dans ce cas-là. Quand le gars le plus expérimenté est dans son prime et lui aussi un gars qui est au top de sa forme physique, au pic de sa forme physique, et puis j'ai Adnan Daichka par TKO au troisième round. J'en viens à ça. Je pense que ça va être une guerre de tranchées. Je pense que ça va être difficile. Je pense que ça va être un combat excessivement stressant. Je pense que ça va être un grand affrontement. Les deux vont avoir leur moment. Les deux vont avoir leur chance de briller. Mais je m'attends à ce que la pression non stoppante d'Adnan Daichka et le fait qu'il a plus d'expérience en MMA puis qu'il a été dans des guerres, qui a été justement plus loin que le premier round, ça va jouer ce qui va être la différence dans ce combat-là, selon moi. Donc, j'ai Adnan Daichka TKO, troisième round. Nous y sommes, combat principal de la soirée chez les 205 livres. C'est le champion des 185 livres, Marc-André Barriault, qui, devant sa foule, probablement dans ce qui risque d'être son dernier combat sur la scène régionale, tente d'aller chercher une deuxième ceinture de l'organisation TKO et va le faire contre Adam Hunter, un gars qui n'est pas un gars sous-estimé, a été signé par l'UFC il y a 2 ans. Malheureusement pour lui, a testé positif pour plusieurs substances bannies, a reçu une suspension de 2 ans, son contrat était terminé.
Et il revient maintenant à cette suspension. C'est son retour. Grosse opportunité pour lui de revenir directement dans un combat de championnat, dans une weight class qui est plus haute que la sienne, mais au moins, dans le cas des deux, ils se battent contre des 185 livres. Oui, c'est un combat de 205 livres, mais c'est réellement 285 qui s'affrontent là, puis qui vont juste avoir eu une diète plus lousse et une weight cut plus facile. Donc, 285 livres qui vont être plus gros et avoir plus d'énergie. Pour ce qui en est d'Adam Hunter, il y a deux choses qu'il fait, ce gars-là, tout simplement. Soit qu'il te stock at boxing range dans la pocket, et puis qu'il lance des mains absolument ridicules, backées avec des énormes leg kicks. C'est un gars qui fait tout en power, qui ne mâche pas ses mots. Ça reste un gars qui est pas super tight debout, cependant. Il est wild. C'est un gars qui va lancer ses hooks très loin, très rond, c'est quasiment du Vanderlei Silva, peut-être pas, mais c'est un gars qui a pas un debout vraiment à tête, je trouve. C'est un gars qui est plutôt wild debout, qui n'a pas vraiment de bonnes notions défensives, puis il a un bon menton, évidemment, parce que le gars, il est bien content de se faire taguer, parce qu'il sait qu'il va probablement l'ender en retour avec plus de power. Donc ça, c'est une de ces deux phases, boxing range ou mid kicking to boxing range, où il va lander de gros leg kicks puis y aller avec des méga power shots qui sont tous destinés pour la tête. Son deuxième range, ben, c'est quand son adversaire va closer la distance ou lui va se puncher dans la distance. Ben, de là, il clinche son adversaire le dos contre la cage puis il est bien content de passer de longs moments du combat-là. Il y a de la bonne offensive du clinch, des coups de genoux et puis bizarrement, il est bon pour quand il se fait pogner en tight clinch, juste lander des overhand comme ça sur son adversaire. C'est assez drôle. Il l'a fait contre Bruno Lurette, notamment à plusieurs reprises. Et contre Alderic Keith, je pense qu'il l'a même KO comme ça, si je me trompe pas. Mais deux phases, littéralement, il fait deux choses. Soit qu'il est en train de te stalker, puis essayer de lander des gros power shots à la tête, ou il est dans le clinch où il va essayer de te smuggler et de te lander des gros coups de genoux et de t'affaiblir pour un jour juste lâcher ce clinch-là, essayer de reculer puis de recommencer à headhunt du middle range. Donc, c'est un bon combattant, c'est un gars qui a eu sa chance avec l'UFC, un gars qui a eu 7 KO dans ses 7 derniers combats, ben 6 KO et une soumission en fait pour être bien franc avec vous, mais 7 finishes dans ses 7 derniers combats, mais 2 ans d'inactivité, revenez dans la cage contre Marc-André Barriault qui est maintenant plus expérimenté que lui en termes de combats pro, donc 3 combats pro de plus, et puis qui est un gars excessivement complet maintenant. Barriault aime laisser l'action venir à lui, chose que Monsieur Hunter va faire de façon sans équivoque. Il va tellement être content de pouvoir aller de l'avant et de voir que Barriault venait. Mais Barriault est justement plus tête dans son combat debout. Est un gars qui aime faire les choses techniquement bien, qui n'est pas nécessairement wild. Puis oui, un gars wild, ça reste dangereux. C'est pour ça qu'Hunter est dangereux. Parce que des fois, ces shots arrivent de des endroits que tu peux pas vraiment t'attendre qu'ils arrivent. Parce qu'il fait pas nécessairement ça comme ça se ferait selon les livres. Mais c'est très efficace pour lui quand même. Barriault est un gars qui est plus tight, est un excellent counter-striker, notamment avec son overhand right, qui est son punch notoire. Mais Marc-André Barriault est aussi un gars qui s'est développé de bonnes aptitudes de lutteur, et ce, en n'étant lui-même victime de gars qui voulaient lutter. S'est fait beaucoup lutter, se faisait takedown, un très bon switch de là, est un gars qui accepte absolument aucune position, qui travaille toujours, qui maintient un pace absolument incroyable, et puis qui n'arrête jamais de travailler, n'accepte jamais de se retrouver en tour, et puis on l'a vu contre Todd Stout, justement, je pense que ça a été son meilleur exemple, où il a réussi à revirer quasiment tous les takedowns attempts de Todd Stout, et qui s'est retrouvé sur le top, qui a réussi à aller arracher ce combat-là quand il était pas favori pour gagner ce combat-là, et puis c'est ça, d'après moi, ça va être une bonne partie du game plan contre Adam Hunter. C'est sûr qu'il va peut-être essayer de le counter solidement avec sa main droite, mais Hunter est dangereux, puis ça va tout être à l'avantage de Barriault d'essayer de l'amener au sol en début de combat, de le travailler au sol, son ground and pound, d'essayer d'être lourd, et puis de le wear down un peu, et un coup qu'Hunter va être un peu plus fatigué, là, ça va être plus facile pour Barriault. Non pas parce qu'Hunter va mettre moins de pression, va continuer d'aller de l'avant comme il le fait si bien, mais va être un peu plus prévisible, va être un peu plus lent, et ça va être un peu plus sloppy comme attaque, déjà que ça l'est déjà, selon moi. Donc, en fait, j'ai Marc-André Barriault ici, je l'ai par TKO au deuxième round, et pour être bien honnête avec vous, c'est un bon combat. Adam Hunter est un gars très dangereux, les choses qu'il fait bien, il les fait très bien, mais on a vu auparavant Marc-André Barriault très bien dealer avec des power punchers de la sorte, contre
Kornberger contre Yacine Badouri et notamment, comment oublier, contre Strania Gavrilovic. Donc, c'est le genre de duel que j'ai déjà vu Marc-André Barriault gagner et j'ai jamais vu Hunter battre un gars de la trempe de Marc-André Barriault. J'ai rien contre Bruno Lurette, c'est un excellent combattant, mais c'est pas un gars qui a la même expérience pro puis la même fiche pro que Marc-André Barriault. Et bien personnellement, je trouve que Bruno Lurette a donné toutes les difficultés du monde à notre ami Adam Hunter. Donc, je pense que Barriault va gagner ça ici par TKO au deuxième round dans ce qui va être le combat principal de la soirée. Et ça conclut finalement mes analyses et prédictions complètes pour cette immense, géniale, incroyable carte du TKO 44 qu'on a tellement hâte de voir. Donc, laissez-moi un like si vous avez apprécié la vidéo, un commentaire pour me faire part de vos prédictions. Qui vous pensez qu'il allait gagner? C'est sûr que j'ai fait des prédictions, vous n'êtes pas d'accord avec. Il y a tellement d'opinions différentes, donc je veux les entendre dans les commentaires. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à Québec MMA pour plus de contenu. Si vous êtes sur Facebook, vous devez partager avec vos amis et ensuite liker et vous abonner à MMA Talk car c'est là que ça se passe et puis on se voit une prochaine fois.